Alors, Michel Marchand, vous avez vécu plus d'une trentaine d'années à Paris et puis soudain, vous décidez de tout quitter et pour aller vivre en Haïti. Alors, d'où vient cette idée? Pourquoi? Désolé, on va quand même enlever le soudain parce que ça a été une décision bien mûrie et bien préparée. Et de toute façon, j'avais toujours pensé retourner en Haïti un jour. Et puis, il y a certaines occasions qui se sont présentées et qui ont un peu précipité les choses. Mais on ne peut pas dire que ça a été si soudain que cela. D'accord, parce que oui, c'est vrai que vous avez décidé. Est-ce que c'était juste après le tremblement de terre ou bien vous l'avez fait parce que vous aviez besoin d'aider justement la communauté, enfin le peuple haïtien, ou bien c'était quelque chose, comme vous dites, qui était resté quand même au coin de votre tête et vous aviez l'intention quand même de partir un jour en Haïti? Tout à fait, j'ai toujours voulu rentrer en Haïti, apporter mon concours dans les domaines de mes compétences aux Haïtiens. Bien avant le séisme, j'avais déjà préparé un projet intitulé Programme quinquennal pour la réhabilitation des conditions de transport et de la circulation en Haïti, parce que je suis, les gens ne le savent pas, mais je suis aussi technicien supérieur en logistique de transport des biens et des personnes, en plus d'être animateur de radio. Et puis le séisme de 2010 est quand même passé par là, et puis d'autres circonstances sont intervenues, et puis ça a un peu précipité les choses. D'ailleurs, quand je suis arrivé en Haïti, mon premier boulot là-bas, c'était chargé de mission en communication au conseil électoral permanent. Et après, un bref passage au Palais National, et puis je me suis décidé à m'installer dans ma ville natale, Fondé-Nègre. Alors justement, Fondé-Nègre, alors vous êtes revenu en France en 2013 et vous annoncez à la communauté que vous allez vous présenter en tant que candidat pour être maire dans votre ville natale. Alors pourquoi avoir choisi ce statut? À mon arrivée en Haïti, bien que je travaillais à Port-au-Prince, tous les week-ends, j'étais auprès de mes amis d'enfance, des gens de ma commune, et je voulais apporter mon soutien au premier personnage de la ville, donc le maire actuel, le maire d'alors, mais j'ai senti un peu de rejet, un peu de réticence à mes propositions. Et ben, je me suis dit, pour faire avancer le schmilblick, il faudrait que je sois au timon des affaires. Et là, j'ai pris la décision de me porter candidat à la mairie de Fondé-Nègre. Alors, comment on réagit justement la communauté haïtienne à Paris qui vous connaissez justement en tant qu'animateur? Alors, est-ce que ça s'est tout de suite, vous vous êtes tout de suite fait comprendre ou bien justement fallait les convaincre? Comment s'est passé ce moment? C'est pas quelque chose qu'on peut prendre pour acquis, même si j'ai un passé... on veut dire assez successful dans la communauté par rapport à l'émission Boulevard du Compas, mais il fallait convaincre les gens, il fallait que les gens puissent comprendre pourquoi cette nouvelle motivation politique, leur expliquer le besoin qu'a ce pays d'avoir des hommes compétents, même au plus bas niveau administratif. Et certes, certaines personnes m'ont dit, mais pourquoi pas député, pourquoi pas sénateur? Mais je me suis dit, on ne peut pas construire une maison sans de bonnes fondations. Donc, je préfère me mettre à ce niveau-là et construire petit à petit le politicien de demain. Alors justement, vous êtes venu en 2013 avec 3 gros projets. Donc la première, c'était de faire rentrer les gens dans le marché de Fondé-Nègre pour la sécurité. La deuxième, c'était investir dans l'agriculture. Et la troisième était de regrouper les terres. Alors, est-ce que c'est toujours les mêmes motivations ou quelque chose a changé? C'est toujours d'actualité, donc je pense que le premier gros projet sur lequel il faut miser sur Fondé-Nègre, c'est la sécurité routière et surtout la sécurité au niveau du marché public de Fondé-Nègre qui représente un problème, un grand problème dans la commune. On a eu la chance que les rues adjacentes à la nationale, notamment l'ancienne route nationale qui passait à l'intérieur du centre-ville de Fondé-Nègre, cette route a été
été bétonné. Donc du coup, on a beaucoup plus la possibilité d'étendre le marché vers l'intérieur, de permettre aux gens de ne plus s'asseoir le long de la nationale, ce qui représente un danger flagrant. Et en ce qui concerne mon projet sur l'agriculture, ça tient toujours. D'ailleurs, je compte travailler sérieusement dans les jours à venir, même bien avant les élections, avec Haïti, et je m'engage. Tu dois connaître Jean-Michel. Donc, justement, c'est dans ce même travail, le regroupement des terres et permettre, pour pouvoir aider les gens à mieux cultiver les terres, rendre ces terres beaucoup plus rentables et tout en faisant participer la population. On ne va pas faire de l'expropriation, on ne va pas prendre les terres des gens, mais on va cultiver les terres avec eux, avec ces cultivateurs et permettre un meilleur rendement. Les projets sont toujours là, ce sont toujours les mêmes et je crois que tant que nous n'arriverons pas en Haïti à une autosuffisance alimentaire, on ne pourra pas penser à un pays fort, à un pays sur des rails pour se développer. Car aujourd'hui, on a un pays en Haïti qui importe pour 7 milliards de dollars et on exporte seulement pour 1 milliard. Donc on a 6 milliards dans notre balance, qui est une balance négative. Et la majeure partie de ces investissements que nous faisons, c'est pour de la nourriture. Donc là, il y a un problème. Il y a un réel problème. Notre marché national en produits agricoles est surtout alimenté par la République dominicaine. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui avec la République dominicaine. Donc, il faut absolument qu'on arrive à l'autosuffisance alimentaire dans les bourgs, dans les quartiers, dans les communes, dans les départements. Et puis après, ça s'étendra à tout le pays. Alors, lorsque vous êtes parti en Haïti, pour vous, voilà, vous saviez déjà que c'était vraiment, ça allait être un combat parce que c'est pas très facile. J'ai lu sur un de vos, on va dire, articles où vous dites que vous avez perdu deux personnes de votre famille qui ont été tuées par balle et ces deux personnes-là, justement, sont venues en Haïti dans le même but que vous. Qu'est-ce que ça vous a fait lorsque, justement, vous voyez, il se passe tout ce genre de choses et vous avez eu un petit peu un doute pendant un moment ou pas? Je veux dire, si je disais que j'ai jamais douté, ce serait faux. C'est vrai que par moment, on réfléchit, on pense à sa sécurité. Je pense à ma sécurité, pas surtout en pensant à moi, surtout en pensant à ma famille, les gens qui pourraient souffrir de l'absence de Michel Marchand, en premier lieu, mes enfants. C'est vrai que j'y pense. C'est vrai que durant l'année, la fin de l'année dernière, j'ai perdu un de mes cousins. Dernièrement, encore un autre cousin qui travaillait au ministère de l'Intérieur dans des conditions tristes, pénibles, tué par balle. Donc on peut comprendre que lorsqu'on a la même motivation que cette personne, lorsqu'on est dans le même combat que cette personne et que ça lui arrive par amour pour son travail, on va dire, on doute, mais on se dit que Dessalines est bien mort pour qu'on ait Haïti. Et ça vous remotive? Oui, tout à fait. Alors, si vous êtes élu maire, quelle est la première des choses que vous allez faire à Fond-des-Nègres? La ville de Fond-des-Nègres, le plus grave problème de la ville de Fond-des-Nègres, c'est un problème structurel, un problème organisationnel. L'important serait de commencer par mettre de l'ordre dans ce désordre ambiant qui existe sur la commune. Et puis après, avancer point par point. Souvent, on va me poser la question des moyens. Mais je veux dire, une chose bien organisée, bien structurée, eh bien, les gens vont vous faire confiance et les moyens vont venir après pour pouvoir avancer dans le processus. Je le crois. Quel est le rôle d'un maire en Haïti? Le premier rôle du maire en Haïti, comme partout ailleurs, c'est se charger surtout de la sécurité de sa population. La sécurité au sens large du terme, la sécurité alimentaire, la sécurité au niveau des infrastructures, au niveau de la sécurité routière. Le premier rôle du maire, c'est la sécurité. En plus, le maire a surtout un rôle de coordination entre les différents services et donner aussi des directives. Je dirais même
même comme Aimé Jacquet, le maire a pour rôle de donner de l'impulsion dans l'action. Donc, le rôle du maire, c'est l'encadrement, c'est essayer d'écouter aussi la population pour comprendre les nouvelles orientations à donner à la population. Le maire doit aussi se référer au plan global de développement territorial pour pouvoir agencer son plan de développement communal. C'est tout un programme. Alors justement, vous parlez de la population. Est-ce que vous avez réussi quand même à créer un vrai lien avec la population, surtout la population de Fond-des-Nègres? Et que pense-t-il de votre candidature? J'ai encore 3 mois pour travailler. Donc, c'est vrai que depuis que je me suis installé à Fond-des-Nègres, précisément, je ne parle pas de mon installation en Haïti. Mon installation en Haïti, elle s'est faite d'abord à Port-au-Prince, puis totalement sur Fond-des-Nègres. Depuis que je me suis installé à Fond-des-Nègres, j'ai tissé des liens très étroits. Je pourrais même parler de retisser parce que j'ai quand même vécu à Fond-des-Nègres petit. Les gens de ma génération ne sont plus très nombreux à Fond-des-Nègres, mais il y en a encore. Et même des personnes qui étaient beaucoup plus âgées que moi, ces personnes-là, on se connaît, on se parle. Et il a fallu retisser, resserrer ces liens-là. Et puis après, se lier à de nouvelles personnes, beaucoup plus jeunes, car on a une très très belle jeunesse en Haïti. D'ailleurs, en Haïti, il y a une très très belle jeunesse parce que on a 44% de la population qui n'a pas 18 ans. Donc c'est un pays, on va dire, malléable, façonnable. Et lorsque la population se retrouve dans une personne, lorsque la population trouve quelqu'un qui leur, voilà, qui est à l'écoute, qui prodigue des conseils, qui travaille auprès des gens, qui essaie de comprendre le problème des gens, eh bien le courant passe. Je trouve que la population de Fond-des-Nègres m'a bien accueilli. Je souhaite seulement qu'elle veuille bien m'accorder le fauteuil de maire. D'accord. Alors, Michel, je sais que vous n'êtes pas que candidat en tant que maire à Fond-des-Nègres. Vous avez encore, vous faites encore d'autres choses, plusieurs casquettes, on va dire. Parlez-nous un petit peu de vos autres activités. À mon arrivée en Haïti, j'ai créé une association qui s'appelle Mirt Secure, mouvement indépendant pour la réhabilitation des conditions de circulation et de transport en Haïti. Avec cette association, je travaille avec pas mal d'organismes, notamment dernièrement j'ai travaillé avec le ministère de la Santé publique et de la Population. Bien avant, j'ai travaillé avec l'Académie de police, toujours dans le domaine de la sécurité routière. Et j'organise des séminaires à travers le pays, notamment dans le sud, dans le centre et dans l'Artibonite, pour inciter les gens à avoir un meilleur comportement sur la route pour améliorer la sécurité routière. C'est important pour vous ça, hein. C'est vraiment votre première motivation en Haïti. Tout à fait, c'est quelque chose... les routes haïtiennes m'ont toujours interpellé parce que j'ai assisté, j'ai été témoin de certains accidents très très graves. Étant donné que ici j'ai travaillé dans le domaine pour avoir été jury professionnel auprès des organismes de formation, formateur, donc et voilà. Donc c'est un domaine que je connais très bien. Et donc je crois qu'il est de mon devoir, moi qui veux partager avec Haïti mes compétences dans certains domaines. Donc, il était important que je m'investisse dans ce domaine-là. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ben oui, il y a toujours dans le même domaine, il y a l'auto-école, il y a Cher Maître Auto-école, qui est une chaîne qui se trouve à travers le pays et dont je gère une succursale à Fond-des-Nègres. Ça se passe justement avec... Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent? Comment se passe l'inscription? Comment se déroule tout ça? C'est assez difficile parce qu'en Haïti, malheureusement, ça se passe aussi ailleurs, hein, on peut avoir un permis de conduire pour 6 sous. Donc, on peut malheureusement, il faut le dire, se payer un permis de conduire.
Et même les gens qui, malheureusement pour eux, payent leur permis de conduire, eh bien, je les incite quand même à venir à l'auto-école. Mais il y a pas mal de jeunes qui ont compris la nécessité d'avoir une formation. D'ailleurs, même quand j'organise mes journées de séminaire, mes journées de stage, je veux dire, après 1 heure ou 2 heures de cours, même si on va passer 8 heures ensemble, quand on fait la pause, ben, les gens me disent, mais franchement, c'est excellent ce que vous faites, on n'avait jamais compris ça, je savais pas que ça existait, c'est vrai que je vois les panneaux sur les routes, mais je comprenais pas ce que ça voulait dire, voilà. Donc, j'ai toujours trouvé ça intéressant, la population commence vraiment à s'intéresser à une réelle formation. D'ailleurs, là, j'ai mis sur pied un programme là, pour le mois de juillet. C'est de permettre surtout aux gens qui conduisent sans permis de pouvoir accéder à un permis, mais avec une formation. Il y aura une évaluation pratique d'abord pour voir si la personne sait vraiment conduire. Et ensuite, des séminaires théoriques. La personne passera un examen assez léger quand même pour avoir son permis de conduire. Oui, tout à fait. Alors, lorsque vous êtes venu, encore je reviens sur 2013, vous aviez dit dans 10 ans, Haïti ira mieux. Alors, aujourd'hui, on est en 2015. Est-ce que vous pensez toujours la même chose? Je prône quelque chose en Haïti, ce que j'appelle le renivellement et le renouvellement par le bas. Le problème dans notre pays, c'est que les décisions sont prises en haut et restent là où elles sont prises. L'échelle administrative ne fonctionne pas. Peut-être que ça va dans un sens, mais pas dans l'autre. Et je crois que c'est un concept que j'ai lancé avec des amis qui sont surtout à Port-au-Prince. Le concept, c'est quoi? C'est les week-ends, ne restez pas à Port-au-Prince. Allez dans vos villes natales, allez dans votre famille, parlez aux gens, je sais pas, monter des clubs en lecture, en quoi que ce soit, pour montrer aux gens que vous n'êtes c'est pas parce que vous aviez réussi que vous travaillez à Port-au-Prince dans un organisme, dans une institution très réputée, que la province devient tout à coup plus intéressant. Non, il faut revenir dans ces quartiers, dans ces bourgs, dans ces villages, dans ces communes, pour parler un autre langage aux gens, leur permettre de changer de mentalité. Je crois que Haïti peut changer. Haïti peut changer, mais c'est nous, les Haïtiens, qui devons nous donner les moyens pour créer ce changement. Je compte sur la diaspora haïtienne aussi. Lorsque vous rentrez en Haïti, ne vous contentez pas uniquement d'être là, de dépenser vos euros ou vos dollars, mais apportez quelque chose à la population. Faites du tourisme local. Et puis, les jeunes de vos quartiers, ne les mentez surtout pas, messieurs, dames, ne les mentez pas. Ne faites pas croire à ces gens qu'ici en France ou aux États-Unis, c'est tout beau. Vous souffrez, vous êtes dans la misère, on peut se le dire. Mais vous arrivez là-bas, vous sortez vos liasses de billets, et puis tout le monde vous court après. Et moi, je suis désolé de le dire comme ça m'énerve lorsque vous avez ce comportement-là. Il n'est pas bon, d'accord? Lorsque vous arrivez là-bas, parlez franchement aux gens. Vous avez souffert ici en France, vous avez même dormi dans le métro un jour. Bon, ce que je ne souhaite à personne, mais si c'est arrivé, pourquoi ne pas le dire clairement? Pourquoi se voiler la face? Pourquoi faire croire que, voilà, on est des seigneurs ici en France ou bien aux États-Unis, et puis lorsque vous débarquez là-bas, il y a les petits Haïtiens qui vous regardent avec leurs yeux écarquillés et eux-mêmes deviennent des gens transitent dans leur propre pays. Non, il faut arrêter avec ça. Voilà, il faut arrêter avec ça. Donc, ouais, je crois que nous devons donner l'exemple. Nous devons travailler au progrès de ce pays. Nous devons travailler pour que les choses changent. Mais c'est chacun qui doit apporter sa petite pierre à la construction de l'édifice haïtien. Bon, alors nous allons parler un petit peu de la République dominicaine. Donc, qu'est-ce que vous pensez justement de la dénationalisation des Haïtiens, on va dire des Dominicains originaires d'Haïti? Donc, que pensez-vous de ça et à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'ai pas la science infuse, je n'ai pas la solution. En tant qu'haïtien, pardon. Je peux essayer de résumer le fait, de faire aussi un commentaire. Et
et d'essayer de permettre aux gens de mieux comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? La République dominicaine est un État souverain. Un État souverain a le droit de prendre certaines dispositions. La République dominicaine a pris la disposition de dénationaliser, le mot a été prononcé, des personnes d'origine haïtienne nées en République dominicaine. Mais dans la Constitution dominicaine, la République dominicaine, le droit du sol n'a jamais existé. Le droit du sol n'a jamais existé. Mais je ne sais pas si c'était un oubli, si on n'avait pas fait attention. Il y a certaines personnes qui étaient nées en République dominicaine à qui on avait donné la nationalité juste comme ça, sans tenir compte du droit du sol qui n'existe pas dans la Constitution de la République dominicaine. Eh bien, ils sont revenus à cette loi et ont décidé de créer l'article 168.3, un truc comme ça, qui table sur la dénationalisation. Donc, le gouvernement haïtien était bien au courant du fait et n'a pas pris la mesure ni la dimension de ce qui arriverait si la République dominicaine appliquait à la lettre cette nouvelle décision. La République dominicaine a bien averti, l'État dominicain a bien averti l'État haïtien des décisions à venir. Et il y a eu des colloques, il y a eu des accords bilatéraux pour améliorer le sort des Haïtiens nés en République dominicaine. Il fallait que Haïti fasse le recensement de ses fils sur le sol dominicain. Et nous avions perdu du temps. Mais nous n'avions pratiquement rien fait. Alors que avec une carte d'identité haïtienne, si la personne arrivait à prouver qu'il était né sur le sol dominicain, qu'il a toujours vécu là-bas, il y avait une possibilité de reconsidérer le cas et ces personnes auraient pu bénéficier d'une carte de séjour en République dominicaine. La lenteur, voire même l'inertie de l'État haïtien a conduit à cet état de fait, à ce qu'on a aujourd'hui. Bien, faut pas aller se plaindre, voilà. Ou du moins, ce que devrait faire l'État haïtien, c'était de porter l'affaire devant la Cour internationale, la Cour de justice internationale, pour bloquer la décision dominicaine et en même temps prendre les dispositions si jamais le verdict ne serait pas prononcé en notre faveur et prendre des dispositions pour accueillir les nôtres. Ce sont des Haïtiens. Voilà, ils sont peut-être nés en République dominicaine, mais ce sont des Haïtiens. Mais est-ce qu'il n'était pas possible, justement, bon, maintenant le gouvernement a, comme vous dites, a pris du retard, mais est-ce qu'il n'était pas possible, justement, que le gouvernement de la République dominicaine puisse mettre cette loi par exemple, à partir de telle date. Donc, tous ceux qui sont nés en République dominicaine, qui ont déjà acquis la nationalité, peuvent rester en tant que dominicains, mais ceux à venir doivent appliquer la loi qu'ils ont mis aujourd'hui. Je reviens encore, c'est un État souverain. Il a décidé de dénationaliser les personnes d'origine haïtienne nées sur le sol dominicain depuis 1929. Ah bien, c'est un État souverain. On peut porter l'affaire, comme j'ai dit tantôt, auprès de la Cour européenne, de la Cour internationale, pour essayer de trouver un autre accord, un autre modus operandi. Mais bon, la République dominicaine est encore un État souverain. Et c'est à nous de prendre des dispositions pour éviter que les nôtres aient à souffrir beaucoup trop de cette décision dominicaine. Voilà, parce que maintenant le mal est fait, comme on dit. Donc, quel va être le rôle justement des étrangers, des Haïtiens à l'étranger? Est-ce que on voit aux États-Unis un petit peu partout, les gens font des manifestations. Est-ce que ce sera suffisant si vraiment les Haïtiens à l'extérieur se réunissent et font tout le temps des manifestations face à la République dominicaine? Est-ce que ce sera vraiment suffisant?
Je ne le pense pas. D'ailleurs, certes, la date butoir était le 17 juin. Là, il y a des Haïtiens qui, par eux-mêmes, ont pris la décision de rentrer au pays pour ne pas subir des assauts de certains malfrats dominicains. Mais la Dominicanie en elle-même, l'Afrique dominicaine, n'a pas encore vraiment commencé les déportations massives. Non, la déportation qu'on attend de la République dominicaine n'est pas encore commencée. Là, ce sont des Haïtiens qui ne veulent pas subir des exactions de certaines personnes avec des pensées autres que des personnes mal pensantes, et ces personnes-là ont décidé de rentrer en Haïti. À savoir que ça va faire un nombre conséquent de personnes, hein, parce qu'on parle de 260 à 300 000 Haïtiens qui risquent d'arriver sur le sol haïtien. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Comment allons-nous les accueillir? Certaines de ces personnes ne parlent pas un mot de créole. Oui. Voilà. Certaines de ces personnes n'ont même plus de la famille en Haïti. Voilà. Rien du tout. Même jamais. Il peut y avoir des gens de 60, de 70 ans qui n'ont jamais mis les pieds en Haïti, qui aujourd'hui vont se retrouver en Haïti. Parce que la République dominicaine a choisi de remonter l'affaire depuis 1929. 1929, aujourd'hui, on est en 2015, ça fait pas bien loin de 100 ans. Dans 14 ans, ça fait 100 ans. Donc, c'est triste qu'on en arrive là. Un même territoire, deux États voisins, je pense qu'il y a des choses qui auraient dû être faites bien avant, et je pense pas que avec les petites manifestations, même les grosses manifestations qui pourraient s'organiser, que ce soit aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs, je pense pas que ça va changer grand-chose. Parce que là, la machine est enrayée, la machine est emballée, donc je pense pas du tout. Parce que là, on ne voit pas grand-chose au niveau du gouvernement. Rien n'a été dit par le président de la République, donc Michel Martelly. Donc, on ne sait pas si vraiment le gouvernement est à l'écoute de ce qui se passe en République dominicaine. Le gouvernement a déclaré que nous allons mettre tous les moyens en œuvre pour accueillir nos frères haïtiens. Mais avec quel budget, avec quels moyens? Je veux dire, ça c'est dans les lettres, mais il y a rien dans les faits. Je regardais l'image du poste frontière pas de Malpasse, hein, l'autre qui se trouve du côté de Ouanamet. Ah bien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des flots d'Haïtiens qui arrivent. Moi, j'ai vu des images, il y avait juste un policier, même pas dans une cabane ou guérite, comme on veut, qui était dans sa voiture et accueillait les gens et prenait les noms. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Non, mais je veux dire, je crois que en Haïti, parfois, on cultive trop la médiocrité. Faut arrêter. Il faut aller vers des choses beaucoup plus rationnelles, beaucoup plus définies. On ne peut pas continuer comme ça. En plus, avec le tremblement de terre qu'il y a eu, donc les maisons, donc il y a encore des gens qui sont sur les tentes, donc je vois pas comment ça va se passer. Comment ces gens-là vont être reçus, et on ne sait pas comment ça va se finir ce problème. C'est triste, c'est pénible. Il y a un des fils du président Martelly qui va organiser un grand concert au Champ de Mars. Et juste à côté, il y a des gens de la République dominicaine qui arrivent et qui sont là aussi sur le Champ de Mars. Perdus, ils ne savent pas où aller, ils n'ont pas de famille. Encore un autre problème très sérieux pour Haïti. Est-ce que c'était vraiment le moment justement d'organiser ce concert ? Bien, peut-être que lui, il pensait que les choses allaient se régler au niveau de la frontière et que les gens ne viendraient pas investir le Champ de Mars, mais pourtant, ils y sont déjà. Ils y sont déjà et ils sont là même sur les routes de Carrefour, sur les routes, ils sont là, ils attendent un hypothétique véhicule pour pouvoir rentrer chez eux, dans leur famille, et quelle famille s'ils en ont encore, voilà. C'est triste, c'est pénible ce qui se passe. J'aurais bien aimé que ça se passe autrement, mais il fallait que les Haïtiens se bougent. Les Dominicains avaient laissé un délai assez considérable pour que le gouvernement haïtien puisse prendre des décisions pour doter ces Haïtiens d'une carte d'identité, ce qui n'a pas été fait malheureusement. Et là, on se retrouve avec des personnes
qui sont des Haïtiens dominicains, des apatrides, des exportés, des déportés, je ne sais pas comment on les appelle, mais bon, on est dans cette situation. Là, maintenant, il faut gérer le problème. Il faut gérer le problème. Est-ce que les moyens sont là pour gérer le problème? Déjà, on a des élections qu'on n'arrive pas à organiser parce qu'il manque de fonds. On voudrait avoir 66 millions de dollars, on n'a que 38 millions. Et bon, bref, mon Dieu, que de problèmes, que de problèmes. Alors, Michel, si vous aviez quelque chose à dire aux Haïtiens de France, aux Franco-Haïtiennes, concernant votre candidature pour être maire à Fond-des-Nègres, alors qu'est-ce que vous leur diriez? Je commencerai d'abord par m'adresser à tous les Haïtiens, aux Haïtiens en général. Je leur dirais qu'il ne faut jamais oublier qu'Haïti est à nous. Et que même si on a tendance à rejeter la diaspora haïtienne, mais elle représente quand même un poids considérable dans le budget du pays par les envois de fonds que nous faisons en Haïti aux membres de nos familles. Et rien que pour cela, les gens de la diaspora auraient dû avoir une meilleure considération aux yeux de l'État haïtien. D'autre part, je leur dirais que malheureusement, vous n'allez pas pouvoir voter parce que le vote électronique n'existe pas encore en Haïti. Vous n'allez pas pouvoir vous rendre dans nos ambassades, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, pour pouvoir voter. Mais sachez que vous avez de la famille en Haïti. Et là, je m'adresse aux gens de Fond-des-Nègres. Eh bien, si vous pensez que Michel Marchand peut être un bon maire pour la commune de Fond-des-Nègres, n'hésitez pas, passez un coup de fil, appelez les membres de vos familles et vous donnez l'orientation. Votez Michel Marchand. Alors ça, c'est le slogan de Michel Marchand, c'est ça? Oui, ça fait partie du slogan de Michel Marchand, mais le réel slogan de Michel Marchand, c'est « On vive ensemble pour Fond-des-Nègres Capibel ». Voilà. On vive ensemble pour Fond-des-Nègres Capibel. J'espère que vous avez reçu le message. En tout cas, merci beaucoup Michel Marchand pour avoir répondu présent à notre invitation. Et puis, on viendra vous voir en Haïti très bientôt. Ben, je n'attends que cela parce que comme ça, vous allez pouvoir constater par vous-même comment se passe ma réintégration au pays et puis le rapport que j'ai avec les gens et puis surtout comment ça évolue au niveau, je ne sais pas si vous allez arriver avant ou après les élections. Après les élections, je vous accueillerai encore avec beaucoup plus de faste. Ah oui. Mais là, quand même, je vous accueillerai avec les moyens du bord, avec mes propres moyens. Et je pense que ça ira bien. Ça ira bien.